Et du coup, tu l'as vu cette série? Franchement, j'ai regardé le premier épisode, mais je me suis arrêté peut-être au bout de 15 minutes, quoi. Et celle-là? J'ai regardé, le premier épisode était tentant, puis le deuxième il s'est effondré, j'ai pas voulu perdre mon temps. Et celle-là? Alors, ouais, c'est là, j'ai regardé jusqu'au bout, ouais. Ah, et c'était bien? Non. Ah, bon bah, flop série alors. Bonjour à tous, ici le Geekophile et je suis toujours avec Florent. Salut. Et on se retrouve dans cette vidéo pour le flop série 2022. On va vous parler de 5 séries qui nous ont franchement déçus. Enfin, 5 séries chacun qui nous ont déçus en cette année 2022. Sachant que c'est soit genre la 3e saison d'une série, donc c'est la saison qu'on juge réellement, ou alors bah, ça peut être une mini-série ou une série qui a débuté et où la première saison on s'est dit waouh, ça c'est non. Il y a des séries qu'on a peut-être, comme on a dit en intro, peut-être commencé à regarder, genre par exemple Willow. J'ai tenu 15 minutes et je me suis dit non c'est bon, ça ne ferait pas dans le flop parce que je vais pas m'infliger tous les épisodes uniquement pour que ça finisse dans le flop. J'ai d'autres trucs à faire dans la vie. C'est ça. Alors je commence. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors j'ai commencé avec une série qui est sortie sur MyCanal. C'est la série Super Pumped de Brian Koppelman et David Levien. Alors c'est une série qui se passe, comment dire, dans la Silicon Valley, où tu as un gars qui se dit « Hey, les taxis là, ça coûte vachement cher. Si je créais un espèce de maillage dans la ville, avec un réseau où ce sera mes propres chauffeurs qui prendront des gens, bah, je pourrais gagner beaucoup d'argent, j'aurais qu'à appeler ça Uber. » Et du coup, c'est une série sur le créateur du Uber, avec, comment dire, toutes les magouilles, les manipulations, son espèce de concurrence avec la société Lyft, et aussi sa concurrence par rapport au taxi. Alors comme je le vends comme ça peut être plaisant, et d'ailleurs les notes sont plutôt bonnes, mais j'ai eu énormément de mal avec l'écriture ultra cliché des personnages. Genre c'est Joseph Gordon-Levitt qui tient le rôle principal, et en fait la majorité de ses interventions, de ses phrases, c'est que des punchlines. Et au bout d'un moment j'avais l'impression que c'est un peu la série roulage de mécanique, et ça devient très lourd. Quand il commence à faire ses discours pour motiver les gens, ça devient tellement agressif que du coup, j'étais complètement extérieur à la fin. J'ai envie que ce personnage protagoniste échoue. Et c'est ça, j'avais énormément de mal à m'attacher, même avec le côté, comment dire, malveillant. J'aime bien ça, mais là, ça allait trop loin. Il y a une autre série qui est sortie cette année, qui a failli arriver dans mon top, c'était The Dropout. Qui parlait du coup d'une femme qui inventait une machine et qui ne fonctionnait pas, avec elle qui devenait finalement de plus en plus méchante et agressive avec ses employés. Et je trouve que celle-là était beaucoup plus maîtrisée, gérée que ce Super Pumped qui m'a un peu déçu et un peu saoulé sur la longueur. Alors en numéro 5, toi tu as mis Miss Marvel de Bisha K. Ali. Une série Disney+. C'est ça, une série Disney+, donc qui est sortie directement sur la plateforme et qui nous présente donc le personnage donc de Miss Marvel, de Kamala Khan, qui est donc une jeune fille adolescente musulmane dans une famille, alors je ne sais plus d'origine, je crois qu'ils sont turcs, je ne sais plus, dans un pays du Moyen-Orient. Un pays du Moyen-Orient, voilà, je ne sais plus précisément. Et en fait, donc ils sont immigrés aux États-Unis et on va avoir cette jeune fille qui va découvrir 2 bracelets magiques, en fait, qui vont révéler chez elle des pouvoirs. La série, en fait, pour moi, en fait, elle n'est pas forcément extrêmement mauvaise. Simplement, elle est peut-être trop teenage pour moi et peut-être décevante parce que, en fait, il y a des choses qui sont plutôt pas mal, mais en général mal exploitées. Et notamment une fin que je trouve très pas compréhensible, où à la fin il y a un personnage qui apparaît et on sait pas comment, et puis voilà. Et au niveau de l'écriture, je trouve qu'il y avait des gros traits, des trucs un petit peu grossiers alors attention, je spoil juste un tout petit truc, en fait on révèle qu'elle a une mutation, et donc on dit ah bah tiens, tu es une mutante, et tu te dis bon bah voilà, ça pourrait être juste un clin d'œil, mais non, on te rajoute la musique en arrière-plan des X-Men de 92 pour bien te dire, vous avez vu, on a les droits des X-Men maintenant, donc c'est la première X-Men
qu'on introduit. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu maladroites dans l'écriture, et c'est ça qui m'a un peu déçu sur cette série. Ouais, je comprends. Hein. C'est une des premières séries Marvel où en fait ils citent des fans de Marvel. Ouais. Au début, ils vont dans une convention. Ouais, une convention. Et je me dis, ah oui, donc c'est vraiment, c'est un peu le cercle du milieu, c'est tout le monde qui tourne dans le. Tu vois, je sais pas, quand tu t'auto-cites comme ça, c'est assez étrange. Bah, après, c'était. C'est bien mené. C'est ça. Ouais. C'est bien mis. Après, c'était assez logique par rapport au personnage de comics de base. Donc, ce personnage n'a pas le même pouvoir. Mais elle est fan. Mais voilà, elle est fan okay. de Captain Marvel, ce qui fait qu'elle se fait appeler Miss Marvel en lien à Captain Marvel. Voilà, parce que Miss Marvel, c'est le premier nom de Captain Marvel. Ouais. Et voilà, c'est pour ça qu'elle prend ce nom-là. Ouais, je comprends. Alors moi, en numéro 4, j'ai mis Umbrella Academy de Steve Blackman. Donc c'est la saison 3. Les 2 premières saisons, elles m'avaient beaucoup plu. On avait une première saison qui intronisait du coup cette espèce de manoir avec cette espèce de famille dysfonctionnelle qui était en fait plein d'adoptés, qui avaient des pouvoirs un petit peu particuliers. Voilà, il y avait une très belle mythologie. Dans la saison 2, il y avait pas mal de voyages temporels. Ouais. Mais là, dans la saison 3, il stagne et il tourne en rond. Un peu particulier, mais j'ai l'impression qu'en fait, les scénaristes n'avaient plus aucune idée. Ouais. Et là, d'ailleurs, ils avaient tellement pas d'idées et tellement pas de bons retours, que apparemment la saison 4 qui va arriver, ça va être que 6 épisodes vraiment pour l'expédier, tout tapis, on se débarrasse de tout ça. Mais là, oui, les personnages sont beaucoup moins attachants, il n'y a pas vraiment d'intrigue intéressante, en gros c'est la fin du monde, et eux qui se disent, bon, notre manoir c'est le dernier truc qui va être touché, donc qu'est-ce qu'on fait entre nous, si on développait nos relations entre nous. Ça rame, il n'y a rien de profond, rien de très intéressant, et je suis profondément déçu, quoi. Parce que la qualité baisse. Alors, j'ai pas vu cette saison 3, mais pour revenir sur le scénario, une petite chose qui est à noter, c'est que les 2 premières saisons sont basées, on va dire, sur les comics. Donc il y a 2 comics, 2 tomes. Le comics 1 est à peu près dans la saison 1 et un peu dans la saison 2, et la saison 2 allait un peu plus loin que le comic déjà. Donc déjà, à la partir de la saison 2, ils commençaient à aller outre le bouquin, et c'est peut-être ça qui fait qu'ils n'ont pas forcément d'idée pour le truc 3, parce qu'ils partent déjà dans quelque chose de différent. Et déjà, dans les saisons 1 et 2, il y avait de grosses divergences par rapport aux comics, mais qui n'étaient pas inintéressantes, hein, par contre. Les 2 étaient assez intéressants. Alors toi, en numéro 4, tu as mis How I Met Your Father, de Isaac Aptek et Elizabeth Berger. Qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un spin-off ? Alors, c'est un spin-off et en même temps pas vraiment, parce que c'est juste le même concept. C'est-à-dire que là, on a une mère qui, au début et dans le futur, va raconter à ses enfants comment elle a rencontré leur père. Et c'est le seul point commun, presque, qu'on a avec la série. C'est le même gimmick, c'est-à-dire c'est une bande de potes. Aux premières saisons, ils vont tous se rencontrer, etc. Donc on va y avoir cet assemblage de cette équipe qui se retrouvent dans un bar, qui commence à avoir des traditions, et les amourettes qui vont se former. Le problème de cette série, c'est qu'elle passe après How I Met Your Mother, qui était une série que je trouvais extrêmement drôle, et là on n'a pas le même humour, ça ne marche pas pour moi, et c'est vraiment le How I Met Your Mother du pauvre, parce que les personnages pour moi sont pas assez iconiques. Ils ont tenté des trucs, mais pour moi les personnages ne marchent pas aussi bien que un Barney Stinson ou même un Lily et j'ai oublié le nom du mari de Lily. Enfin bref, pour moi les personnages étaient assez iconiques, les acteurs très très bons. Alors là les acteurs sont pas mauvais, mais ça manque en fait énormément de personnages iconiques, et à tel point que, presque aveu d'échec, à la fin de la saison, on a, je ne dis pas quel personnage, mais on a un personnage de How I Met Your Mother qui revient presque qui donne des conseils à l'héroïne principale. Presque, on voit presque comme si How I Met Your Mother venait donner un conseil à How I Met Your Father en disant fais un truc plutôt comme ça, quoi. Et... ça me rappelle une autre série qu'on parlera plus tard. Ouais, mais c'est assez dommage en fait, assez déceptif en fait. C'est surtout ça, c'est-à-dire que j'étais pas forcément convaincu déjà en y allant, et j'ai quand même été déçu parce que c'est très déceptif. Il n'y a pas grand-chose à raconter sur cette série,
Et j'ai pas spécialement envie de regarder saison 2 parce que ça m'a pas intrigué plus que ça. Voilà. Et c'est sur certains points assez prévisible. Parce que on a supposé que dès la saison 1, elle nous dit ouais, en gros, j'ai trouvé votre père là. Et on sait très bien que ça va pas se passer comme ça parce que Matthew Mother avait déjà fait le coup. Et c'est à la saison 1 et à la fin de la saison 1 on nous sous-entend qu'en fait non, donc on comprend très bien les choses et c'est un peu léger quoi je trouve. Et it's not gonna be legendary. Voilà, ça ne sera pas légendaire, ouais, effectivement. C'est triste. Alors, en numéro 3, un flop commun, ouais. C'est le premier Star Wars de tout ce qu'on dira, ouais. C'est The Book of Boba Fett de Dave Filoni et Jon Favreau. Bah oui, un petit peu connu quoi, oui. Dans le milieu. Mais alors là, qu'est-ce qui est arrivé à Boba Fett après l'épisode 6, après le retour du Jedi? Mais il est mort dans le Sarlacc. Non. Les fans aiment ce personnage et les fans pensent qu'il n'est peut-être pas mort dans le Sarlacc. Donc on va le faire vraiment. Il n'est pas mort dans le Sarlacc. Ouais. En fait, il sort du Sarlacc. Et après, il devient un parrain du crime sur Tatooine, mais un parrain gentil. Voilà, c'est genre un peu entre deux, quoi. On va aider le peuple du désert, les Tusken. Parce que c'est eux, finalement, ils sont méchants, mais c'est parce que les gens ne le comprennent pas. Ouais. Il y a d'autres méchants. Le train qui passe est plus méchant que eux. Et puis, la menace principale, on la comprend pas trop, mais lui-même ne la comprend pas. Donc si on ramenait le Mandalorien, peut-être que ça ramènerait un petit boost, et on aurait de la tâche pour le Mandalorien, et comme ça il pourrait donner des conseils à Boba Fett, et il pourrait se sentir un petit peu mieux, quoi. En fait, Boba Fett, c'est peut-être le personnage le moins intéressant de sa propre série. Bah ouais, c'est ça, c'est terrible. En fait, deux choses qui sont pour moi emmerdantes au plus haut point avec cette série, c'est que on essaie de créer une rédemption à Boba Fett alors que globalement on n'a pas envie de ça. Globalement, Boba Fett, ce qui nous aurait éventuellement intéressé comme série Boba Fett, le concept en fait, moi ça m'aurait pas dérangé si c'était peut-être entre le 3 et le 4, voilà, un petit peu à la même période que Kenobi, dans le sens où un chasseur de primes. Voilà, un chasseur de primes, et on le voit chasser des primes, et puis un petit peu à la The Mandalorian, chaque épisode est indépendant, et puis éventuellement il y a une trame principale avec une grosse cible à avoir ou je ne sais quoi. Et éventuellement, comment dire, un passif par rapport au Jedi qui est son père, c'est ça. Une rancœur. Mais là, en fait, on essaie de lui amener une rédemption sur un personnage dont on se fout parce que, en fait, il a eu son développement. Ce qui était intéressant avec ce personnage-là, je trouve, c'était le fait qu'il parle peu, qu'on connaisse très peu. Et là, on essaie de nous expliquer un truc dont on se fout. Comme l'idée de Solo, dans Solo, en fait, on s'en fout de savoir d'où ils viennent et tout. Mais on veut tout nous expliquer, on veut tous les détails. Et ça, c'est chiant. Et deuxième gros détail qui m'emmerde, particulièrement là, j'ai vu ce matin, donc au moment où on filme cette vidéo, la bande-annonce de Boba Fett, de The Mandalorian saison 3 qui est sortie. Et puis déjà en voyant la série Boba Fett, je me suis dit ça va être emmerdant pour ceux qui ne veulent pas regarder Boba Fett parce qu'ils vont pas pouvoir comprendre comment on en est revenu là avec The Mandalorian. Parce que The Mandalorian arrive oui c'est ça, mais Mandalorian arrive à un statut A. Et puis Boba Fett dit en fait on va repartir du même personnage, on va jusqu'à statut B, qui est en fait le statut avant A en fait de Mandalorian hein, presque. Sachant que Grogu a aussi une évolution dans cette série. Voilà. C'est ça. Et donc, rien qu'en regardant la bande-annonce de la saison 3 de Mandalorian, je me dis, ceux qui n'ont pas vu Boba Fett vont pas forcément comprendre. Et heureusement, ils vont nous mettre un previously, sauf que dans le previously, les gens vont se dire, mais j'ai vu ça, et ce sera des images de Boba Fett, parce qu'il n'y aura pas le choix. Ouais, je comprends. Et c'est assez chiant pour ça. Faut pas faire ça. Si vous voulez faire une série Boba Fett, faites-la totalement indépendante. À la rigueur, faites un caméo, mais c'est tout quoi. Et c'est un peu cata. Et les personnages sont pas du tout iconiques, je trouve. Il y a juste peut-être la scène sur le rancor où je vous dis c'est ça. Ouais. Mais ça reste vraiment isolé par rapport à un truc qui est profondément décevant. Alors en numéro 2, on a mis une série en commun que beaucoup de gens ont mis en top 1. Ouais. C'est She-Hulk Avocate de Jessica Gao. Alors là, est-ce que c'était pas une fausse bonne idée? Une sorte de Ally McBeal mélangé à l'univers Marvel, mais univers Marvel le plus lisse et le plus gentil possible. Même les méchants sont plutôt sympas. Ouais. Donc je comprends pas. En soi, il y en a pas mal qui mais alors il y en a qui ont adoré la série, et en général ceux qui ont adoré la série disent à ceux qui l'ont pas aimé comme nous, mais vous avez pas compris, c'est trop bien, ça brise le quatrième mur. Alors tout à fait,
c'est la première super-héroïne dans les comics qui a cassé le quatrième mur avant Deadpool, bien sûr. Je m'en fous. Mais globalement, ce qui nous intéresse, nous, ça va pas être l'histoire de ça en fait. C'est pas parce que historiquement c'est la première à avoir cassé le quatrième mur que c'est forcément bien. La série n'est pas intéressante. La série n'est pas intéressante parce qu'elle ne raconte rien, parce que les personnages, même des personnages qui avant étaient intéressants, sont complètement bâclés. Je pense à l'Abomination qui, dans Hulk, c'est pas un grand film Hulk, mais en soi, l'Abomination, si vous pouvez comprendre, c'était un général qu'on a engagé pour devenir une grosse bébête pour lutter contre Hulk. Et son développement méritait pas plus que ça. Et là, on se dit, tiens, on va en faire un genre de gourou bizarre. Avec des super-héros qui sont un petit peu mis sur le côté. Ouais, avec des névroses, quoi. Genre... Ces épisodes, ils servent à rien. Genre, vraiment, il n'y a aucun développement. Tu peux pas t'attacher, tu peux pas rigoler. Parce que, bon. En fait, l'Abomination, ils ont fait pareil, un petit peu pareil, que ce qu'ils avaient fait au Lézard dans le dernier Spider-Man. Oui, c'est ça, on met un truc lisse, presque sympa, un peu rigolo. Et du coup, ça dénature complètement ce à quoi on s'attendait, et du coup, il est même plus abominable. Il a l'air plutôt sympa. Et puis, pour revenir sur les personnages, Hulk aussi, c'est pas à faire ça. Déjà, je trouvais que le développement jusqu'à Avengers 4 était pas bon sur Hulk. Je comprends pas la direction qu'ils prennent avec lui. Mais dans celui-là, pour moi, c'est une catastrophe. C'est une parodie de lui-même, et je trouve ça assez terrible. À la fin, il y a une révélation qui est un peu posée comme ça sur la table en disant, oh, au fait, ça. Voilà, et on fait Ouais, tu vas pas le révéler, mais tu fais bien de... D'accord. Et avec un design d'un nouveau personnage que tu dis, bon, bah on va faire avec ça. Et puis c'est pareil pour Daredevil. Le Daredevil qui apparaît. Oh, mais c'est trop bien, Daredevil. T'as vu ce qu'ils en font, Daredevil? C'est ça. Et c'est que des chorégraphies de combat molles tirées d'une série où t'avais des combats qui étaient absolument géniaux. C'est ça. Et tu te dis, donc c'est ça un peu l'amuse-bouche pour la série Daredevil Netflix. Disney, moi ça me fait un peu peur. Je me dis, waouh. Surtout en soi, c'est que j'adore Charlie Cox. C'est un très bon acteur et il a très bien interprété Daredevil dans la série Daredevil. Mon souci, c'est ils reprennent ici pour jouer un autre Daredevil. C'est ça. Parce que c'est pas la personnalité qui a été développée dans la série Netflix. Et c'est pas grave, mais prenez un autre acteur. Parce qu'on peut pas, pour moi, ça me gêne de reprendre le même acteur pour un même personnage, mais joué différemment. C'est ça, oui. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, moi ça m'emmerde qu'on me dise non, mais c'est bon, vous avez l'acteur que vous aimez bien, mais nous on n'aime pas ce que Netflix en a fait, on va en faire un truc, un running gag à la con, alors que c'était un personnage extrêmement sombre, qui avait très peu de blagues dans la série Netflix, et qui avait des souffrances. Et là on se dit non, on va rebooter en gros tout ce qu'il est, mais on va quand même le reprendre lui, en sous-entendant qu'il connaît quand même notamment Fisk. Et en fait, c'est un soft reboot un peu à la con, et je trouve que c'est très casse-gueule. Et ça me fait très peur pour la série Daredevil, qui pourtant porte le nom d'un comics qui est absolument génial, mais qui avait déjà été adapté librement dans la saison 1 de Daredevil. Donc peut-être qu'on reparlera de cette série dans d'autres vidéos prochainement. On verra. J'espère pas pour elle, mais enfin pas en tout cas dans cette même vidéo, mais bon, on verra. Et en numéro 1, on a mis encore un top commun. On a mis Obi-Wan Kenobi de Hossein Amini et Joby Harold. Alors là, il y a une autre série qui est sortie cette année qui parlait un peu de la rébellion et un peu de cette période-là. Et tu avais des nuances. Là, t'as pas de nuances. Là, c'est juste, tu connais lui? Et lui, là, il était jeune. Tu le connais, ouais? Tu peux avoir de l'attache un petit peu? Bah oui, mais il va rien leur arriver. C'est pas grave. On va faire une série pour expliquer les aventures de Obi-Wan avec des persos que tu connais et d'autres que tu connais pas, dont tu te fous un peu. Ouais, bien sûr. Et même la série elle-même, n'a pas grand intérêt, quoi. Non, bien sûr, non. Non, mais déjà, la série en soi, elle se fait dans un mouchoir de poche au niveau chronologie. Et dans un événement où déjà avant de la regarder, je me disais, c'est pas forcément ce que j'aimerais voir sur Kenobi. J'aurais presque préféré sa formation avec Qui-Gon, des choses comme ça. Ça aurait presque été plus intéressant que ce truc-là, ou alors partir vraiment sur autre chose. Là, le fait de se dire, va falloir qu'il rencontre Dark Vador à un moment, parce que globalement, dès l'épisode 1, on se rend compte qu'il y a des chances qu'ils se rencontrent.
Voilà, c'est... En fait, la série est déjà balisée, Ouais. complètement prévisible, Ouais. parce que tu sais à peu près où est-ce que ça veut aller. Et dans ce cheminement en 6 épisodes, qui est quand même assez court, bah, tu sais précisément les étapes par Bien lesquelles sûr. il va passer. Voilà, le premier combat, la rancœur, le fait d'être triste de ce qui a pu se passer. Ouais. Il paraît qu'au début, ça voulait être un film. Bah, film Obi-Wan oui, Kenobi. bah c'était logique. Et c'est j'ai l'impression qu'ils ont pris le scénario du film Bah oui. et qu'ils se sont dit attends, on peut l'étendre vraiment à fond. Donc là, t'as l'épisode qui faisait quoi, une demi-heure. Donc voilà, t'avais 3 heures de contenu. Ouais, c'est ça. Donc tu dis le film devait peut-être tenir sur 2 heures. Ouais, et ils ont un peu tiré. Voilà, et c'est trop étiré quoi, parce que là. Mais sur un film de 2 heures, je pense que ça aurait pu mieux passer. Et peut-être que si on s'amusait à reprendre la série et à en refaire un montage en version film, ça pourrait être peut-être plus intéressant. Même s'il y a beaucoup de choses au niveau scénario qui m'embêtent, même si au niveau développement de personnages et au niveau réalisation, et là le montage ne pourra pas faire grand-chose, il y a des gros problèmes. Moi, il y a 2 ou 3 plans, même de Dark Vador, qui sont iconiques. À un moment, tu as Dark Vador qui est dans une immense pièce, et il se met face à son écran, enfin face à la vitre, et en fait ça fait un peu papy qui regarde par la fenêtre, parce qu'en fait... Mustapha. Ouais. Oui, c'est clair. Parce que le plan est tourné de manière très molle. Il y a un petit côté un peu ringard. Il y a un côté hyper ringard, et il y a une course-poursuite avec Leia dans l'épisode 1, qui est assez catastrophique, parce que... Ça a été repris. Le film, le truc est tellement mal filmé, mal cadré, mal réalisé, qu'il y a des moments où on se dit... Bah c'est pas logique ça, genre les méchants s'arrêtent devant des branches comme ça, et c'est assez cata, hein, assez cata. J'ai l'impression que c'est une série où personne ne veut mourir. Oui. Parce que les gens se prennent des coups, C'est non, ça. c'est pas grave. Non, c'est Et ça. attendez, on a montré que dans les films, quand tu te prenais ce coup-là précisément, tu décédais. Ouais. Oui mais là non. Parce que c'est des sites, et j'imagine qu'ils s'auto-cicatrisent, on sait pas. C'est ça. On s'est balancé devant. Je croyais que j'étais mort. Bah non. Et putain, ils le font 2-3 fois, je fais arrêtez, c'est bon. Essayez de tuer des gens quoi. Ouais, bien sûr. Et puis globalement en fait, tu te fais spoiler par le truc que t'as vu avant, parce qu'il y a genre un nouveau personnage par rapport aux séries et aux films. Ouais. Les Maîtres Inquisiteurs et tout ça ils sont dans les séries, et des séries qui se passent notamment après. Notamment Star Wars Rebels qui se passe et avant et pendant et après. Tu sais qui survit. Donc tu sais très bien qu'ils vont survivre, et donc même quand il y a des moments où on te fait croire que c'est un personnage qui va mourir, tu dis bah je sais pas comment, mais il est pas mort parce qu'il apparaît dans 4 épisodes après dans Rebels qui vont se passer 5 ans après. Donc bah ça marche pas. Voilà. Bah je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait voilà, le tour. les 5 séries qu'on déconseille. Ouais. Bon, il y a certaines de toute façon que vous avez vues. C'est ça. Et peut-être que vous appréciez, on sait pas. Hein. Peut-être des trucs qui finissent dans le top. Hein. Voilà. Et puis en tout cas, nous on va passer à d'autres vidéos, et on a fini de travailler sur les séries, on va essayer d'encenser quelques séries dans une autre vidéo. Donc on se dit à très vite, c'était le Geekophile et Florent, finité. Incantatem.